dépasser la ligne de but. Une ligne droite, un virage, une dernière ligne droite. S'il te plaît, à 2 mètres de la ligne. Across the finish line to get the victory. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne, le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et 2 fois par mois, j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. Athlètes, médecins, journalistes sportifs, dans l'ombre ou sous le feu des projecteurs, nous découvrirons ensemble les joies, les peines et les passions de ces personnalités au destin aussi atypique que extraordinaire. Je t'invite grandement à t'abonner, à noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me suggérer des idées, des améliorations ou encore des invités. Tu peux également suivre la page Instagram laligne.podcast où tu découvriras l'envers du décor de chaque épisode. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Bernard M. Salem, le président de la Fédération française d'athlétisme avec les lunettes rouges, qui est également le chef de délégation. Bonjour Bernard M. Salem. Bonjour David. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, comment vas-tu ? Moi je vais bien. Dans ce contexte un peu particulier, je vais bien. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, on va revenir sur ta carrière au sein de l'athlétisme français, mais bien plus encore. Si tu le permets, je vais te présenter rapidement auprès des auditeurs. Donc Bernard, tu es né au début des années 50 en Algérie. Tu te passionnes très jeune pour le sport et plus particulièrement pour l'athlétisme. Une passion si forte qu'à 10 ans, tu notes déjà tous les records d'athlétisme dans des petits cahiers. On reviendra là-dessus. Tu te tournes ensuite vers le handball où tu exerceras différentes fonctions avant de devenir maire de Val-de-Reuil durant 20 ans. Toujours aussi passionné d'athlétisme, tu deviens vice-président de la Fédération d'athlétisme de 1997 à 2001 et tu prends ensuite les rênes de l'athlétisme français jusqu'au JO de Rio en 2016. Tes 4 mandats à la tête de la Fédération d'athlétisme sont couronnés de records et de succès sur lesquels nous reviendrons. Et en 2012, tu diriges la délégation française au JO de Londres. Tu représentes également la France au comité olympique et on te connaît pour tes prises de position fortes contre les dérives et les discriminations dans l'athlétisme mondial. Bref, aujourd'hui, nous retracerons ta carrière à travers des anecdotes, des rencontres qui t'ont marqué et nous apprendrons, je l'espère, beaucoup plus sur les gloires et coulisses de l'athlétisme français. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Bernard. Bien. Pour l'instant, tout va bien. Écoute, si ça a bien été, c'est tant mieux. Alors, première question, on va partir un petit peu de tes souvenirs d'enfant. Quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou à l'extérieur ? Alors moi, j'ai le souvenir des Jeux de Tokyo en 64 que je regardais à la télévision. C'était en noir et blanc à l'époque, hein. Et Bob Hayes, le sprinter, hein, évidemment, qui était à l'époque le meilleur du monde. Ça m'avait pas mal marqué. Et j'ai toujours été attiré par les chiffres. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé aux performances des athlètes. Et donc, à partir de l'âge de 10 ans, je compilais les résultats. J'achetais l'équipe tous les jours. Il y avait à l'époque beaucoup de résultats dans ce journal. Internet n'existait pas, évidemment. Et donc, je faisais mes bilans, mes propres bilans, discipline par discipline. Et j'avais fait des minima, évidemment, je ne prenais pas toutes les performances. Sur 100 mètres, il fallait faire moins de 10,60. Sur 200 mètres, il fallait faire moins de 21,29, etc., etc. J'avais fixé mes minima. Mais ça fait quand même beaucoup de performances quand même dans le monde entier. Et comme j'étais passionné à la fois par les chiffres et par la géographie, ça me permettait aussi de découvrir certains pays, parce que l'athlétisme est le sport le plus présent dans tous les pays. Il y a plus de 200 pays adhérents à la fédération internationale. C'est le record du monde, hein, en nombre d'adhésions par rapport à toutes les fédérations, parce que l'athlétisme est un sport qu'on peut pratiquer sans avoir les moyens, quoi. Courir, on peut avoir d'ailleurs dans certains pays des coureurs, je pense à des gens du Kenya, de l'Érythrée ou autres, de certains pays africains. On court pieds nus, voilà. Et puis quand on commence à gagner quelques courses, on s'achète des chaussures. Mais voilà, c'est un sport vraiment accessible. Et je dis souvent d'ailleurs que l'athlétisme est un des rares sports qui modifie les équilibres économiques, hein. Un athlète d'un pays pauvre peut devenir champion olympique, c'est quasiment impossible dans les autres sports. Donc voilà, c'était une passion que je garde, que j'ai conservée. Avec Internet, c'est plus facile.
Quand il me manquait un résultat, j'écrivais à la Fédération française d'athlétisme, ou à la fédération allemande ou la fédération anglaise ou américaine. Donc tu avais quel âge à ce moment-là? Bah, entre 10 et 11 ans et donc avec mon petit anglais de collège, j'étais en sixième, hein, je faisais une petite lettre très simple évidemment pour dire: «Voilà, il me manque tel résultat, est-ce que vous pouvez me le faire parvenir?» et je recevais les résultats que et j'étais content parce que voilà, en plus comme je suis philatéliste, j'avais des timbres anglais, allemands, sur les enveloppes. À l'époque, on mettait des timbres américains et donc ça complétait ma collection, voilà. Donc la géographie, la philatélie et l'athlétisme, c'est voilà les passions de base de mon enfance, de la préadolescence et jusqu'à aujourd'hui, ça reste très, très présent, dans mes passions, C'est super et est-ce que c'est vrai justement que quand tu as pris la tête de la Fédération française d'athlétisme, la personne en charge des statistiques t'a ressorti tes courriers que tu lui avais envoyés? Voilà, donc l'assemblée générale avait lieu en janvier 2001, donc où j'ai été élu président à La Rochelle. Et après l'assemblée générale, il y a un monsieur qui vient me voir. Alors je ne le connaissais pas, je connaissais le nom parce que c'est à lui que j'écrivais quand, le directeur du service statistique, il s'appelle Jean Gilbert et il s'appelait malheureusement, il est décédé et il vient me voir avec un carton et il me donne le carton et il me dit: «C'est pour vous». Je lui dis: «Mais il y a quoi dans ce carton?» Il dit: «Bah, c'est tous les courriers qu'on m'avait envoyés, je les ai gardés parce que j'étais tellement étonné qu'un gamin de cet âge-là s'intéresse, aux performances que j'ai gardé les courriers. Donc j'ai retrouvé tous mes courriers avec mon écriture d'enfant, c'était assez marrant et en même temps très émouvant. C'est assez incroyable et justement, est-ce que l'enfant, que tu étais, qui compilait, ces records aurait pu imaginer qu'un jour, des années et des années plus tard, il serait, en train de défiler en 2012 à côté du porte-drapeau de l'équipe de France? Bien sûr que non, ça c'était dans le rêve, le plus j'allais dire, impossible à réaliser, à cette époque-là. En plus, j'ai fait un tout petit peu d'athlétisme, j'ai pratiqué le lancer du javelot, mais très vite, je suis allé vers le handball parce que j'avais un bon bras grâce au javelot d'ailleurs et j'ai fait que du handball, j'ai gravi toutes les j'ai joué au handball pendant 40 ans, hein, de l'âge de 10 ans à l'âge de 45 ans, je continuais à jouer en équipe réserve dans mon club. J'ai présidé même, d'ailleurs, des clubs plusieurs clubs de handball, j'ai même été arbitre. Enfin bref, et donc mais je continuais à avoir cette passion pour la statistique et pour les bilans, de l'athlétisme que je continuais à pratiquer, voilà, dans mon coin. Et puis un jour, en Normandie donc, un vieux monsieur qui était président de la ligue de Haute-Normandie, hein, d'athlétisme, type tout à fait remarquable, qui a été président du club de Sotteville, hein, qui est le meilleur club, de Haute-Normandie. Je fais connaissance avec lui et là, il découvre qu'effectivement, je connaissais bien l'athlétisme. Il savait pas. Il voyait comme handballeur, mais pas comme, quelqu'un qui connaissait l'athlé. Donc avec lui, on sympathise, hem et je suis en même temps, à l'époque, j'étais maire d'une ville nouvelle, donc ma politique, sportive, était prioritaire dans les projets de la ville et donc je construis des équipements sportifs et je fais construire un stade d'athlétisme aux normes internationales, une piste 8 couloirs et cetera et avec le club de la commune, je dis: «Ben, maintenant qu'on a un beau stade, on va faire des compétitions et donc on va candidater pour, organiser des compétitions nationales». Donc, en même moment, je rencontre le président de la fédération. J'organise un championnat. Alors, c'était une compétition, de pays à pays, hein, donc chez les jeunes et que j'accueille, tout se passe bien et je fais connaissance avec le président de la fédération de l'époque, Jean Poxebut, qui est quelqu'un qui a marqué aussi l'histoire de la fédération, qui est maintenant décédé et donc il se rend compte, on fait connaissance, il se rend compte que je connais bien l'athlétisme. Je pouvais lui dire, dès que je voyais un athlète, sur la piste, il a tel record et cetera, quel que soit le niveau, hein, même si c'était pas un athlète, de haut niveau, de très haut niveau, quoi. Et donc voilà, le monsieur de Sotteville, me dit: «Moi, j'arrête, la ligue parce que voilà, je suis un peu vieux maintenant. Est-ce que ça t'intéresserait d'être président?» Donc je me dis: «Oui, bah, c'est ma passion, l'athlé. On me propose de rentrer dans ma passion, j'y vais». Donc je deviens président de la ligue en 97 et en même temps, il y a les élections juste après à la fédération et Poxebut qui était en train de faire constituer son équipe me propose la même chose et donc je rentre dans l'équipe de Poxebut. Au dernier moment, lui-même ne se présente pas parce que il est appelé à travailler au cabinet de la ministre des sports de l'époque, Marie-Georges Buffet et c'est son second de la liste, Philippe Lamblin, qui, prend la tête et je me retrouve vice-président du comité olympique quasiment, après la présidence de la ligue régionale et voilà et je débarque donc dans le milieu au niveau national. Bon,
Donc ça, c'est en 1997. 97, fin 97, voilà, et je me retrouve vice-président à l'époque, et on me demande de me charger des relations avec les collectivités. Étant maire et connaissant bien le milieu des collectivités, maire et conseiller régional de Haute-Normandie, on me demande de faire voilà, ce que j'accepte évidemment volontiers, parce que j'avais tout un réseau d'amis maires dans d'autres communes. C'est toujours intéressant quand on organise des championnats ici ou là. Et donc en 2000, tu vis donc tes premiers Jeux olympiques en tant À que Sydney, à Sydney, en tant que vice-président de la ouais. fédération d'athlétisme. Quels sont tes souvenirs, de ce moment, Alors, spécial? j'étais pas dans l'équipe de France parce que le président donc de l'époque m'avait demandé de m'occuper, des partenaires de la fédé, donc j'accompagnais les sponsors. Mais en même temps, je regardais l'actualité dans les journaux locaux et je voyais qu'il y avait une très forte tension parce que Marie-Josée Pérec, qui était donc, à l'époque présente, hein, après ses 2 titres de Los Angeles en 96, elle faisait figure de favorite aux 400 mètres. Elle avait quand même une adversaire australienne de très bon niveau, Cathy Freeman, et évidemment, les médias australiens, tous les jours, en parlaient, faisant monter la pression à l'égard de Marie-Jo Pérec. Et Marie-Jo, elle était, dans un hôtel en centre-ville, alors que l'équipe de France était à l'extérieur de la ville, réunie dans un endroit, pour justement être tranquille, pas être embêtée. Et elle, bon, compte tenu de son prestige, elle n'a pas voulu aller avec l'équipe de France, et le président de l'époque n'avait pas obligé Marie-Josée Pérec, d'être avec l'équipe de France, et du coup, elle n'était pas protégée parce que tous les jours quand elle ouvrait sa porte de sa chambre, elle avait les caméras et les médias australiens qui faisaient pression par rapport à Cathy Freeman, et du coup, ça lui a fait péter les plombs, hein, puisqu'elle a décidé de ne pas courir, de partir, de retourner en France. Ça a fait scandale, mais les médias évidemment ont beaucoup parlé de ça. La fédération évidemment a été mis en accusation de ne pas avoir pris ses responsabilités. Donc le président de l'époque, Philippe Lamblin, a décidé de ne pas se représenter parce que il avait du mal à faire face à toute cette médiatisation très négative. Et c'est là qu'il m'a proposé de prendre sa succession en me disant: «Il n'y a pas de candidat, c'est trop compliqué pour nous. Est-ce que toi qui viens de l'extérieur, qui a un œil extérieur, est-ce que ça te dirait de prendre la présidence?» Je lui dis: «Ben oui, moi j'adore les challenges, hein, comme je l'ai fait dans l'entreprise. Moi, j'ai bien, tout est à reconstruire parce qu'on était vraiment dans une situation difficile. 0 médaille, un des plus mauvais résultats d'histoire pour les Jeux. En plus, cette campagne de communication négative. Donc je dis oui, et je deviens donc président comme ça, suite à Sydney. Oui, parce que justement, la fédé d'athlétisme, à ce moment, est au plus bas, parce qu'il y a les 0 médailles, il y a le scandale avec, Pérec, il y a également un nombre de licenciés qui est en constante baisse, donc tu arrives un petit peu dans un bateau qui est dans la dérive, à l'époque. Et justement, quelles sont tes ambitions quand tu arrives justement dans ce nouveau poste pour réformer l'athlétisme français? Alors évidemment, on se retrouve dans de grandes difficultés. On perd aussi des sponsors, hein, suite à la mauvaise image. Donc tout était à reconstruire. Donc, ma première étape, c'était de reconstruire les services de la fédération. Je considérais qu'il fallait qu'il y ait des professionnels, beaucoup plus de professionnels pour aller chercher, des sponsors, pour, mieux communiquer et cetera, et comme on avait une opportunité de rebâtir, parce que finalement les athlètes étaient les mêmes, ils étaient toujours là, hein, nous avons une opportunité avec l'organisation des championnats du monde, pardon, on nous avait attribués pour 2003 à Paris. Donc je me suis dit: «Avec ces championnats du monde, c'est une occasion de se relancer, de redynamiser l'équipe de France et cetera», et donc j'ai tout mis en œuvre pour qu'effectivement, on puisse bien préparer, cet événement important qu'on organisait à domicile quand même, et donc je suis allé rechercher Marie-Jo Pérec puisqu'elle vivait aux États-Unis, et je voulais absolument que sa carrière ne se termine pas sur cet échec de Sydney. Donc un jour, j'en parle, dans une interview, dans la presse, et un de ses amis qui vit en France toujours, m'appelle en me disant: «Voilà, je suis un ami de Marie-Jo Pérec, elle a vu ce que vous aviez déclaré, et elle est prête à vous rencontrer». Donc je décide avec cet ami-là d'aller aux États-Unis la voir, alors d'abord à Miami parce qu'elle était à Miami à ce moment-là, alors que normalement elle s'entraînait à San Diego. Donc je vais là-bas et je me retrouve avec elle, son ami de l'époque, qui était un ancien, athlète, américain, Donc et pour la convaincre. pour la convaincre de revenir, je lui explique, «On fait les championnats du monde, j'aimerais bien que tu reviennes et que tu puisses finir ta carrière de manière très positive, je regrette de ce qui s'est passé à Sydney, et cetera». Bon, donc elle me dit: «Je vais réfléchir», et on se quitte, et puis quelques mois après, 4-5 mois après, je reçois donc un mail me disant: «Voilà, OK, je suis d'accord», et donc je retourne aux États-Unis avec, son ami, heu,
là-bas à San Diego. Elle était en train de s'entraîner. Je vais là-bas avec un journaliste de France Télévisions. Je vais là-bas avec Régis Varnier, un cinéaste qui fait un film. Voilà, parce qu'il faisait des films sur des grands champions. Il a fait El Guerrouj, il a fait Djebré Selassie, etc. Et il avait plusieurs documentaires qu'il proposait donc aux chaînes de télévision. Et donc, on fait tout ça, et donc on annonce officiellement son retour, hein, et elle se préparait, etc. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu venir au championnat du monde, enfin, elle n'a pas pu y participer en 2003 parce qu'elle s'est blessée quelques mois avant. Et là, c'était trop difficile pour retrouver son niveau. Donc, mais bon, moi, j'ai souhaité la récupérer parce que c'est quand même le plus beau palmarès de l'équipe de France d'athlétisme. Et après, je lui ai proposé d'être ambassadrice de la fédération, donc qu'elle a accepté. Et elle nous représentait ici ou là dans des opérations de communication, etc. Voilà. J'ai toujours considéré, moi, que les anciens athlètes qui avaient réussi devaient ensuite, quand ils avaient fini leur carrière, porter en quelque sorte le message et l'image de la fédération. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces postes d'ambassadeurs rémunérés, hein, sur des missions donc, que d'autres ont fait, comme à l'époque Stéphane Diagana, Jean Galfione, comme Christine Aron, Elise Barber, etc. Bon, il y a toujours eu, et d'autres, hein, voilà. Donc, Annette Sergent, qui était championne du monde de cross, hein, à l'époque. Donc voilà, ces championnats du monde se déroulent bien. On réussit à remplir le stade, hein. La moyenne d'ailleurs de billets vendus est de 60 000 par jour, C'était donc où? au Stade de France. Plus les invités, et cetera, les journalistes, il y avait 70 000 personnes dans le stade chaque jour. Donc une super ambiance, ça reste un très grand souvenir dans ma tête, évidemment dans la tête de tous ceux qui ont vécu ce championnat. Et et là, on retrouve, les résultats. On finit avec 8 médailles, ce qui est le record pour un championnat du monde. Avec un quart d'heure magique que j'oublierai jamais, c'est le dernier jour où, Eunice Barber au saut en longueur, donc gagne le saut en longueur et médaille d'or, et dans le quart d'heure qui suit, le relais 4 fois 100 mètres féminin gagne le relais. Et donc c'était vraiment formidable. 2 médailles d'or en un quart d'heure comme ça, formidable, et c'était le dernier jour des championnats, donc ça a clôturé les championnats. Donc voilà, 8 médailles, ça reste toujours le record aujourd'hui. On l'a égalé, mais on l'a pas battu, hein. On l'a égalé en 2005 à Helsinki. Mais voilà, donc ça reste, pour moi un très grand souvenir, évidemment. Et d'ailleurs, en Et là, parlant ça a de relancé une dynamique, fédérale. Le nombre de licenciés est reparti à la hausse. D'ailleurs, entre 2001 et 2016 où j'ai passé la main, on a doublé le nombre de licenciés à la fédération, ce qui est quand même rare pour une fédération, hein. et d'ailleurs, en parlant de Helsinki, en 2005, tu découvres là-bas une nouvelle, pratique sportive que tu décides, d'emmener en France. Exact, le dimanche matin, le dernier jour, le matin, il n'y avait pas de compète, donc je décide d'aller me balader dans la ville, dans le centre-ville, et là, je vois sur une grande place plein de monde, je dis: «Il y a une manif ou quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Donc je me renseigne, je discute avec un monsieur et je lui dis: «C'est quoi? Il y a une manifestation?» Il dit: «Non, non, c'est tous les dimanches matins, les gens se rassemblent et ensuite ils partent sur un parcours, faire de la marche nordique». Effectivement, ils avaient tous des bâtons dans les mains, et il me dit: «Vous voyez la dame qui est là-bas, c'est la présidente de la République». Elle était, dans la foule comme n'importe quelle personne, hein, sans problème, sans garde du corps ni rien du tout. Et j'ai dit: «Mais ça, c'est formidable, c'est ça qu'il faut qu'on fasse en France». Donc ça m'a donné l'idée de développer la marche nordique quand je suis rentré. J'ai même recruté une Finlandaise, une animatrice finlandaise pour former les animateurs, les coachs, développer le concept sur la France. Et aujourd'hui, vous voyez des gens marcher partout. Je suis très content parce que c'était une idée, enfin, c'est une discipline finlandaise, mais que j'ai, importée en France, après les championnats du monde d'Helsinki, effectivement. Oui, c'est assez, incroyable, et c'est un vrai succès quand on voit maintenant la place que ça a, en France. Et justement, en parlant de succès, en 2012, tu, deviens chef de mission pour la délégation française aux JO de Londres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ton rôle? Et après on ira un peu plus dans les détails de cette compétition. Alors le rôle d'un chef de mission, c'est, d'abord, comment dire? En relation avec les fédérations, hein, olympiques évidemment, de, préparer les règles de sélection de chaque fédération en fonction des règles internationales. Donc j'ai créé une commission qui s'appelle la Commission consultative des sports olympiques, CCSO, que j'ai présidée, donc qui était chargée donc d'examiner les règles. Une fois que les règles étaient admises, validées en quelque sorte,
Après, donc, les fédérations présentaient les sélections en fonction de ces règles et on validait également les sélections pour le comité olympique puisque c'est le comité olympique qui valide avant l'engagement des athlètes, aux Jeux. Donc il y a toute cette période préalable, hein, qui a duré 3 ans avant les Jeux et puis, évidemment, avec mon équipe parce que bon, on n'est pas tout seul, l'équipe du comité olympique plus, une partie de salariés de l'INSEP étant le pôle important, hein, où nous avons beaucoup d'athlètes aussi et du coup, on a constitué une équipe et moi, j'ai vécu pendant les 15 jours des Jeux à l'intérieur du village, ce qui était une expérience exceptionnelle parce que le village, on ne peut pas y rentrer si on n'est pas athlète, si on n'est pas dans les délégations, on ne peut pas y aller. Donc, j'étais à l'intérieur, je vivais là, je dormais à l'intérieur, j'ai fait connaissance avec le directeur du village, qui était un type formidable, alors britannique, mais né en Suisse, parlant couramment le français, donc c'était plutôt pratique pour moi et puis, bon, je connaissais bien Sébastien Coe, qui était le patron des Jeux olympiques, puisque j'étais à la fédération internationale à ce moment-là et donc il était aussi membre de la fédération, il était, vice-président à l'époque et donc du coup, ben, ça a permis aussi bah, de régler des problèmes plus vite que la norme. Je veux dire quand on avait un petit souci, je me souviens quand, les basketteurs sont arrivés, l'équipe de France de basket, il y avait des lits qui étaient trop petits par rapport à la taille des basketteurs. Donc il a fallu que j'appelle, le directeur du village et immédiatement les lits ont été remplacés. Donc ça c'était voilà, ce côté Donc un tu avais peu un peu, tous les rôles, oui et donc j'ai en même temps découvert, bon le rôle le plus dur parce qu'un chef de mission, il est là que pour, régler les problèmes. C'est-à-dire que quand ça va bien, il y a pas besoin du chef de mission, il y a toute une équipe autour et je vais vous raconter un problème, qui est arrivé d'ailleurs à un athlète de l'athlétisme quoi, hein. Il est qualifié pour les Jeux sur une performance qu'il réalise au meeting de Paris, sur 5000 mètres et il fait une très grosse performance. D'ailleurs, il bat son record, mais de manière, un petit peu bizarre. Donc on décide de le contrôler, hein, évidemment. Il est contrôlé, mais à l'époque, le laboratoire français était fermé, c'était l'été et on envoie donc le contrôle à Lausanne, au laboratoire de Lausanne. Ça met un peu plus de temps pour avoir le résultat et quand on reçoit le résultat, on est à Londres. Donc il a fait sa série la veille. Bon, il a été éliminé évidemment parce qu'il n'avait pas vraiment le niveau et je reçois le résultat. Évidemment, il est positif, à un produit dopant. Je le convoque le soir dans un bureau et en présence, de mon adjoint, donc du comité olympique, mais aussi en présence, du directeur technique de la fédération et je lui dis: «Voilà, j'ai le résultat de ton contrôle, au meeting de Paris. Il est positif, donc tu peux pas rester au village, tu rentres, chez toi et après la procédure va se mettre en place, hein, procédure classique, hein, pour, suspendre» et il me dit: «Pas question». Je lui dis: «Attends, pas question, tu as fait ta course, c'est fini maintenant, tu rentres». Il me dit: «Pas question» et il avait un papier sur les mains qu'il lisait. En fait, il avait eu un avocat dans la journée, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, qui lui avait dicté, une phrase qu'il fallait qu'il dise et je lui dis: «Écoute, cet avocat-là, je le connais, il est mauvais. Toutes les affaires qu'on a eues de dopage avec lui, il les a perdues, donc tu es mal barré et tu dégages» et il me dit: «Non» et je lui dis: «Bon, bah, voilà, je vais te raconter comment ça va se passer. Il y a une solution, je vais faire en sorte que tu sortes du listing des athlètes, présents ici et je veux dire, à l'organisation, au directeur du village qu'il y a un intrus, au village, puisque tu es plus sur la liste et donc ils vont venir te chercher avec la police et ils vont t'accompagner à la gare, de Londres, pour prendre le train. Est-ce que tu préfères rentrer chez toi, encadré par le policier ou rentrer tranquillement, voilà, par le train, et cetera?» Donc à ce moment-là, il dit: «OK, je rentre», voilà. Comme ça a ça, bien marché. ça a bien marché. Donc voilà, c'est l'anecdote, négative concernant l'athlétisme. Bon, il y en a eu d'autres aussi, avec un entraîneur de boxe qu'il a fallu que je vire parce qu'il foutait le bazar, auprès de ses collègues, hein, d'entraîneurs et cetera. Bon, il y en a eu d'autres, mais le chef de mission, il est là pour ça. Après, il y a un autre rôle, plus sympathique, j'allais dire, c'est que, bon, traditionnellement, donc on organise toujours un Club France, un lieu de convivialité où on célèbre les médailles, de l'équipe de France. Donc évidemment, dès qu'il y a une médaille, ben, on fait une cérémonie le soir et cetera et donc ça, c'est le côté le plus sympa. On valorise la médaille de tel ou tel sportif de haut niveau. Ça, c'est bien et puis moi, je connaissais bien l'athlé et le handball, mais quand vous êtes chef de mission, vous êtes obligé d'aller dans tous les sports. Du coup, j'ai découvert des sports que j'avais jamais vus de près, quoi, vus peut-être juste à la télévision donc et j'ai découvert Justement des athlètes qui étaient vraiment bien, quoi. C'est pour ça que c'est des rencontres, humaines qui me sont restées aussi, dans la tête, quoi. et justement, en fait, dans un village olympique, est-ce que
les athlètes restent tous entre les mêmes sports ou tout le monde se mélange? Non, tout le monde se mélange, tout le monde alors évidemment, les basketteurs étaient au même étage, j'allais dire, mais quand même tout le monde vit dans le même immeuble, on va dire, hein, dans le même groupe d'immeubles, parce qu'on est quand même une grosse délégation, hein, 400 athlètes, plus les entraîneurs, ça fait du monde, hein. Et le matin, au petit déjeuner, le midi, au déjeuner, ben, les gens se retrouvent. Il y a un restaurant, ouvert à tous les athlètes. Les gens se retrouvent et effectivement, les Français, bah, déjeuner ensemble, petit déjeuner ensemble quand ils étaient là. Pas quand ils étaient en compétition, c'était différent évidemment. Et moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est un des anecdotes, qui m'est resté dans la mémoire, c'est Tony Parker, hein, qui était dans l'équipe de France de basket, qui le matin au petit déjeuner allait voir les athlètes qui allaient rentrer en compétition. Donc il avait regardé le programme évidemment et qui allait les encourager. Et donc je trouvais ça formidable parce que c'était la championne de tir, c'était enfin des sports qu'ils connaissaient peut-être beaucoup moins, mais personne ne l'obligeait à faire ça. Donc vous voyez ce type d'ambiance de lien qui peut se créer entre des sports différents, entre des athlètes de sports différents. J'ai trouvé ça formidable. Et évidemment, Tony Parker est une personnalité particulière que j'aime beaucoup. Et en même temps, bon, c'est aussi pour moi, ça a été des rencontres. Alors Tony, je le connaissais parce qu'il est de Rouen, donc je l'ai vu débuter. Son père a été un des premiers basketteurs américains à venir jouer en France, à Fécamp. Et le président du club de Fécamp de l'époque, c'était un ami, donc j'allais voir des matchs de temps en temps. Et Tony était, jusqu'à l'âge de 16 ans, il jouait au basket là-bas et il était rentré à l'INSEP à 16 ans, quoi. Voilà. Donc je le connaissais déjà, lui. Mais quand même, c'est quand même quelqu'un de bien et vraiment, je garde un excellent souvenir de son comportement, très très convivial, bienveillant à l'égard de tout le monde, quoi. Il avait déjà eu une âme de leader, enfin déjà parce que Il sa était carrière pas était déjà bien c'était lancée. pas le porte-drapeau, hein, Ouais, ouais. c'était voilà, donc le porte-drapeau de l'époque, c'était Laura Flessel. Laura Flessel. Et Voilà. justement, bon, en parlant de porte-drapeau, tu défiles à la cérémonie d'ouverture à côté de Laura Flessel. Est-ce que tu peux un peu raconter comment se passe une cérémonie d'ouverture? Parce que nous, on voit que à la télé, mais comment ça se vit de l'intérieur? Alors évidemment, avant de rentrer dans le stade, avant de défiler, on attend à l'extérieur du stade et là, l'attente est longue. Plus de 2 heures d'attente et donc évidemment, on a les athlètes qui sont les uns derrière les autres. Bon, au bout de quelques minutes, ou d'une heure, ça commence à bouger et donc le rôle du chef de mission, c'est de veiller à ce que ce soit pas le bazar, et donc voilà et puis et surtout quand on commence à rentrer dans le stade, qu'on soit aligné, hein, parce que voilà, on est alignés les uns derrière les autres et cetera et ce qui m'a le plus impressionné, c'est les athlètes professionnels. Je pensais que les professionnels allaient pas avoir, comment dire? Allait pas être, touché aussi fort par cet événement, hein, parce que défiler dans un stade olympique, c'est un événement, inoubliable pour un athlète, hein. Je pensais que compte tenu de leur professionnalisme, ils allaient être en fait, c'était les plus excités, par rapport aux athlètes amateurs, les joueurs de handball, les joueurs de basket et cetera et souvent j'intervenais auprès d'eux pour dire: «Eh les gars, avec du calme, on n'est pas encore, sur le stade, voilà, il faut donner une bonne image de la France et cetera». Bon après ça s'est très, très bien passé, hein, il y a pas eu de problème mais voilà, le rôle du chef de mission, c'est un peu de surveiller que ça parte pas dans tous les sens, et vraiment c'était eux les plus impressionnés par ce défilé, par cet événement. Et tu penses à certains noms? Alors, bon, dans les rencontres, évidemment, j'ai quelques noms qui m'ont marqué. D'abord, Isabelle Yacoubou, basketteuse, hein, qui était, très bonne basketteuse, mais qui avait commencé par l'athlétisme. Elle a été championne de France du lancer du poids cadette. Elle était du côté de Toulouse, oui, elle était dans un club par là-bas et puis bon, elle était grande, costaude, voilà, grande, donc du coup, elle est allée au basket et elle a bien fait parce qu'elle a bien réussi et donc avec elle, évidemment, on avait des relations particulières parce qu'elle venait de l'athlétisme, donc du coup, on se parlait comme, voilà, comme si elle était toujours dans l'athlé alors qu'elle avait quitté depuis quelques années. Oui, il y a eu aussi, heu Yannick Agnel, le nageur qui fait 2 médailles d'or à Londres, plus une médaille de bronze, je crois, avec un relais. Yannick Agnel, 20 ans, féru de littérature. J'avais jamais vu ça à cet âge-là. Il pouvait parler de n'importe quel auteur, comme un grand spécialiste. D'ailleurs, à la fin du séjour, je lui dis, «Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?» Je m'attendais à ce qu'il me dise, «Ben, je vais, m'entraîner pour telle compétition et cetera». Et il me dit: «Non, je vais attaquer Tolstoï». Je dis: «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vas faire avec Tolstoï?» Il dit: «Ben, je vais étudier Tolstoï en russe». Je dis: «Tu parles le russe? Tu as appris le russe?» Il dit: «J'ai appris super bien le russe pour ça».
Je trouvais ça formidable pour un gamin de 20 ans. Voilà, donc Yannick Hallel, c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, on s'est revus de temps en temps, on se revoit de temps en temps. Bon, c'est quelqu'un qui réussit bien dans tout ce qu'il fait. Il est très demandé partout. Ça m'étonne pas. C'est une personnalité au-dessus de la moyenne. En plus, champion olympique, double champion olympique. Donc voilà, voilà les personnalités. Tony Parker, Yannick Hallel, Teddy Riner aussi évidemment en tant que judoka, qui est aussi un personnage très sympa. À Rio, on a passé des soirées, on a déconné. Après, évidemment, après sa compétition, hein. On a beaucoup rigolé. Ouais, parce que Voilà. c'est un vrai professionnel, hein. Ah lui, c'est un vrai professionnel. Voilà, c'est des gens comme ça, eh ben, grâce à cette responsabilité de chef de mission, ça m'a permis de découvrir beaucoup de sports et vraiment des gens très intéressants. Voilà, et c'est bien. Et ce que je regrette un peu, c'est que, vous voyez, le sport de haut niveau, bon, on le voit qu'au travers des spectacles, hein, mais c'est plus que ça. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le sport mériterait davantage d'attention. Parce que, pour moi, le sport, et on le voit dans toutes les équipes de France, c'est un des derniers ascenseurs social de la société. Ça permet à des gamins de quartiers difficiles, de familles modestes, et cetera, de devenir des champions et de réussir dans leur vie. Et malheureusement, c'est pas mis en valeur tout ça, et je crois que c'est pas mis en valeur, et surtout, je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. Moi, je pourrais prendre des tas d'exemples de jeunes de quartiers difficiles. En athlétisme, Mehdi Bala, hein, il habitait dans le quartier le plus dur de Strasbourg, hein. Heu, mais qu'ici, bon, médaillé olympique, médaillé aux championnats du monde, et cetera, un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français et bien d'autres. Et ben, ces jeunes-là sont des modèles, et je trouve que l'État, la France, ne met pas en valeur ces modèles pour les générations qui suivent. Moi, je rêve que dans les quartiers difficiles, on honore ces gens-là qui viennent de ces quartiers. Zidane vient des Hauts de Marseille, hein, et je pourrais, enfin, dans tous les sports, hein. Pourquoi on ne mettrait pas des statues de ces champions dans les quartiers, de manière à ce que les gamins, quand ils passent devant la statue tous les matins en allant à l'école, disent: «Bah, moi, je veux faire comme lui». Ce sont des modèles, et ça permet à des gamins peut-être d'avoir un vrai projet, personnel pour la suite, heu, après l'école, et pour peut-être faire des études supérieures, et cetera. Voilà, c'est peut-être, simpliste ce que je dis, mais pour moi, je crois que c'est extrêmement important, et c'est une façon aussi de valoriser, de mettre en valeur les champions qui ont finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait, les champions? Ils ont porté haut et fort le maillot de l'équipe de France, la Marseillaise, les principes de la fédération, de la République, valeurs de la République, et ça, ce sont des modèles. Il y a peu d'endroits, il y a peu de, en dehors de, j'allais dire, de l'armée, il y a peu de milieux où on porte si haut les valeurs de la République. Et aujourd'hui, ce qui manque beaucoup à la France et à la société française, c'est de défendre ces valeurs républicaines, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la laïcité, etc., etc. Et le sport apporte tout ça. Et est-ce que tu penses, justement, qu'on ne parle pas assez aux jeunes, je sais pas dans l'athlétisme, mais dans d'autres sports exactement, mais en fait qu'on ne leur montre que, le spectacle, que les paillettes, que ce qui est beau dans le sport, et qu'en fait on ne leur montre pas aussi, bah, les gens, qui se dévouent, toute leur vie, pour, même pas forcément être champion olympique, mais juste pour avoir une petite carrière, pour vivre de leur passion? Oui, vraiment le mouvement sportif qui est quand même le premier mouvement social en France. Il y a quand même 16 millions de licenciés dans les clubs, dans les fédérations. 16 millions. Il n'y a pas un deuxième mouvement social aussi important. Il y a 4 millions de bénévoles, parce que pour tous ces jeunes, il faut les encadrer. Les dirigeants de clubs, les entraîneurs, les animateurs, etc. Tous ces gens-là qui souvent font ça par plaisir, par passion personnelle, qui demandent rien en quelque sorte, qui sont pas rémunérés, et ben, oui, on les met pas suffisamment en valeur, parce que, c'est ce lien social qui est important, et si on chiffrait le lien social qu'apporte tout ce réseau à travers le territoire, on se rendrait compte que c'est des milliards. Les Anglais l'ont fait. L'année dernière, ils ont fait une étude, et ils ont chiffré que, un volontaire, alors ils disent pas bénévole là-bas en Angleterre, c'est des volontaires. Je préfère d'ailleurs le mot volontaire à bénévole, parce que volontaire, on voit bien qu'il y a un mouvement, hein, Une volonté. d'engagement, une volonté d'engagement. Bénévole, souvent le bénévole, ah bah oui, on a tendance à dire: «Bah oui, lui il est bénévole, ça veut dire qu'il est nul quoi», hein. C'est ça dans l'expression française traditionnelle, hein. Donc voilà, c'est les volontaires, ils ont chiffré, c'est 4 500 livres d'apport par an, par personne. Multiplié par 4 millions, vous voyez ce que ça peut donner? Ça veut dire que ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, mais ce serait la jungle dans certaines villes. Il y a déjà des problèmes dans certains quartiers, mais là, ce sera encore pire, parce que ces gens-là, ils passent leur vie à encadrer, à former et à amener des gamins, peut-être
parfois au haut niveau, pas toujours au haut niveau, bien sûr, seuls les meilleurs vont jusqu'au bout, mais quand même, un gamin qui a côtoyé un athlète de haut niveau, un gamin qui a fait du sport de haut niveau, même s'il n'est pas allé aux Jeux Olympiques et tout, et ben, quand il rentre dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un d'autre, hein. Et d'ailleurs, dans les entreprises, les chefs d'entreprise le remarquent de plus en plus, quand ils recrutent un ancien champion, ils se rendent compte que bah, dans l'entreprise, il est au-dessus de la moyenne, quoi, hein, parce qu'il a une volonté de réussir, d'agir, il ne compte pas son temps, etc. Donc, je ne comprends pas qu'en France, on n'ait pas cette mentalité, cette culture. On n'a pas la culture du sport en France. Je le dis tel que je le pense. Quand on voit la place du sport à l'école, c'est une catastrophe, euh, notamment à l'école primaire. Bon, il y avait eu la réforme des rythmes scolaires, la loi Payon, qui avait permis de créer des passerelles entre l'école et le club, hein, ce qui étaient des animateurs de club qui allaient animer des séances de sport dans les communes. C'était les communes qui payaient d'ailleurs les animateurs, ce qui a permis, entre parenthèses, autour de cet emploi, qui était un peu à mi-temps dans le club, un peu à mi-temps à l'école, de structurer le club, ce qui est important aussi, autour d'un emploi d'animateur, d'éducateur. Et ben, cette loi a été annulée par le ministre actuel quand il est arrivé au gouvernement. Et aujourd'hui, on se pose des questions, il se pose des questions pour savoir comment on peut redynamiser le sport à l'école. Mais le sport, pour moi, c'est aussi important pour les gamins que la lecture, que l'apprentissage du calcul. Parce que le sport, c'est un langage. Parce que le sport, ça permet à la fois, sur le plan physique, de découvrir son corps. Découvrir son corps avant 10 ans, c'est essentiel pour la suite. Essentiel. On aurait moins de problèmes à l'adolescence ou à la préadolescence avec ses problèmes sexuels ou autres. Découvrir son corps, c'est aussi essayer de l'améliorer en faisant un peu d'activité physique. Puis c'est aussi partager, c'est aussi être avec des copains, des copines. C'est un moment, un lieu d'expression. Vous avez des enfants qui ont parfois du mal à s'exprimer, mais le sport, ça leur permet de s'exprimer. Vous mettez un ballon à des gamins, vous allez voir tout de suite comment ça va se passer. Donc, on avait fait un gros travail avec le comité olympique et les fédérations. J'étais à l'époque responsable de ça, vice-président chargé des relations avec l'éducation nationale, quand la loi Payon a été votée, pour justement que les fédérations créent des animations spécifiques. On ne fait pas la même chose à l'école que ce qu'on fait dans un club. Et donc, beaucoup de fédés avaient fait des choses extraordinaires sous forme de jeu, de la pédagogie en quelque sorte, sportive, et ça se passait très très bien. Et en même temps, ça créait une passerelle, donc les gamins qui voulaient poursuivre pouvaient aller après dans le club, et ça nourrissait le club. Donc vous voyez, c'était vraiment très positif sur tous les plans. Malheureusement, cette loi a été abandonnée. C'était les communes qui payaient, l'État, ça lui coûtait rien du tout. Moi, je comprends pas. Et aujourd'hui, on veut absolument faire en sorte que le sport revienne. Moi, je suis très dubitatif là-dessus. Soit on intègre complètement le sport à l'école dès la maternelle, mais il faut le faire normalement. Il ne faut pas le faire par des petites réformettes comme c'est en train de se faire en ce moment. Ouais, parce que tu trouves donc qu'il y a en fait, il y a une ambivalence de la part de l'État où l'État, bah, il est quand même très heureux quand il y a des champions olympiques, des champions du monde de foot, des choses comme ça, mais qu'après, il n'y a pas forcément les moyens pour former les jeunes. Ben, on l'a vu quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 98, l'État a récupéré ça, même après la deuxième Coupe du Monde. Bon, voilà, mais c'est que de la communication. Alors c'est bien pour les joueurs et tout de défiler sur les Champs-Élysées, d'être honorés par le public et tout. Je suis tout à fait d'accord. Nous, on l'a vécu avec l'athlé après les championnats d'Europe de Barcelone, où on avait battu le record de médailles. Et ensuite, après les championnats d'Europe de Zurich, 4 ans plus tard, on a battu à nouveau le record de médailles. On a défilé, on a été reçu quand on est revenu de Zurich. On a été reçu par une foule immense à la gare de Lyon. Et ensuite, on a été reçu à l'Élysée, etc. Comme après Barcelone, aussi à l'Élysée. C'était Sarkozy à l'époque et après, c'était Hollande. Mais les athlètes étaient contents de défiler sur les Champs-Élysées et tout. Mais ça s'arrête là. C'est que de la com. Mais dans les actes qu'il faudrait mettre en œuvre, la France, quand même, l'éducation nationale, c'est primordial. C'est la base de tout. Pourquoi le sport n'est pas mieux placé? Regardez les classes, après les classes au collège et au lycée, les classes études, sport-études, c'est n'importe quoi, très franchement. Nous, c'est important pour les fédés d'avoir un suivi pour ces jeunes, parce que c'est complémentaire de ce qui peut se faire par une fédé à l'INSEP ou ailleurs. Sauf que ce sont des classes qui disparaissent le jour où le prof qui s'en est occupé part à la retraite ou change de région. Alors que les classes danse, les classes musique, là, par contre, ça reste. Et d'ailleurs, les horaires de travail ne sont pas les mêmes. Le sport, c'est 2 heures de plus pour les gamins. La classe danse, c'est l'après-midi, on fait de la danse. C'est classique. Enfin, voilà. Pourquoi le sport n'est pas au même niveau que la danse, que ces objets culturels, en quelque sorte, ces activités culturelles? Je ne comprends pas. Et on en a besoin. Et puis, on a les Jeux en 2024, donc il aurait fallu toute une politique
de mise en place. Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose par rapport à tout ça. L'éducation nationale, n'en parlons pas, mais voilà, on dit, bah, continuez, on diminue le budget de l'État pour le sport. Enfin bref, vraiment là, je suis vraiment outré par la manière dont l'État, s'occupe du sport en France. Bon, je suis toujours envieux devant les Anglais, devant les Allemands, les Anglo-Saxons en général, où le sport a une meilleure place à l'école, même jusqu'à l'université. Regardez la place du sport à l'université aujourd'hui en France, c'est quand même pas terrible. En C'est très dehors des compliqué, STAPS, hein. en dehors des STAPS, qui vont sur des métiers sport, le reste, c'est zéro, quoi, hein, c'est Ah, je le quasiment confirme, zéro. hein, même dans les écoles privées. Moi, j'étais en école de commerce avant et bah, quand je suis parti, ils ont commencé à mettre un peu de moyens, mais au début, on n'avait strictement rien. Moi, je fais du rugby. On était dans l'équipe de rugby, on n'avait pas d'entraîneur, pas de terrain, on devait organiser nos matchs, pas d'équipement. Donc bon, c'était assez vite limité. Non, c'est désespérant de voir ça, alors qu'aujourd'hui, on sait bien que le sport, pour la société, c'est à la fois une opportunité d'élévation des gens, mais c'est surtout c'est très formateur sur le plan psychologique, le sport. C'est très formateur. On le voit aujourd'hui avec la santé. Maintenant, bon, la loi, depuis quelques années, permet à un médecin de faire une prescription non médicamenteuse pour certains types de pathologies. Mais c'est compliqué parce que la loi le permet, il y a peu de médecins qui le font. Pourquoi? Parce que, heu, on a rien coordonné, l'État, quand il a fait voter cette loi. Dans la formation des médecins, on n'en parle pas aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc alors que toutes les études montrent qu'effectivement, un diabétique, un cancéreux et cetera, quand il est encadré par un coach, formé pour ça, ça lui permet de diminuer les traitements, ça lui permet aussi parfois de diminuer le niveau de la maladie et cetera. Heu, Encore une fois, on n'apprend rien, c'est les anglo-saxons qui ont inventé ça avant nous. Moi, je me suis inspiré de l'exemple canadien pour le mettre en place à la fédération. On a été la première fédé, il y a 15 ans maintenant, de faire du sport santé, athlé santé loisirs, on appelle ça comme ça. On a actuellement 30 000 licenciés malades envoyés par des médecins dans les clubs, encadrés par des coachs athlé santé qui sont des coachs formés et qu'on a obtenu du ministère des Sports un certificat de qualification professionnelle. Donc ce sont des professionnels après une formation, donc on leur attribue ce diplôme pour qu'ils puissent exercer et ils sont rémunérés dans les clubs et tout. Donc ça a aussi structuré les clubs, professionnalisé les clubs. Ceux qui se sont lancés là-dedans, tous les clubs le font pas, mais la plupart des grands clubs le font. Et je peux vous dire qu'on voit les résultats. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Alors d'autres fédérations s'y sont mis après nous, hein, mais est-ce qu'on encourage ça? Et c'est aussi une économie pour la Sécu. Les, Ça a été chiffré en France, c'est 1300 à 1500 euros par personne et par an malade en économie en termes de médicaments. Si les gens faisaient du Si les gens sport, étaient encadrés et faisaient du sport, bah, multiplié par le nombre de malades ou de gens qui ont des pathologies, c'est quelques milliards. Les Canadiens que j'avais rencontrés nous avaient dit qu'ils faisaient une économie de 6 milliards par an grâce à ça. ça, c'est Parce que tout incroyable. le monde le fait là-bas depuis Ouais, ouais. 50 ans, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi on fait pas ça? Et si on cherche des économies pour le gouvernement, pour, les services, et là, il y a un moyen d'économiser, peut-être de réinvestir différemment et cetera. Je ne comprends pas. Le sport, voilà, le sport, ça peut ça. Le sport, ça peut aussi accompagner le vieillissement dans les EHPAD. On parle beaucoup des EHPAD, et cetera, de la situation de certaines personnes âgées. Avec le Covid, on a eu quand même pas mal de drames, mais le sport, alors il y en a qui le font, hein, mais on pourrait généraliser ça, quoi, hein. Je sais qu'il y a des clubs d'athlètes qui interviennent dans les EHPAD. Voilà, et c'est aussi pour eux une prestation qui leur permet aussi de financer, le haut niveau derrière qui coûte beaucoup très cher, hein. Quand on a des athlètes de haut niveau, il faut les accompagner. Enfin bref, voilà donc et puis j'ai aussi lancé le sport dans les entreprises, avec l'entreprise Michelin. C'était maintenant il y a une 12-13 ans à Clermont-Ferrand, avec des coachs qu'on avait formés et qui faisaient faire des exercices physiques aux salariés pendant les heures de travail. Alors évidemment, c'est pas le même exercice physique qu'on fait à quelqu'un qui est devant son écran toute la journée ou à quelqu'un qui décharge des camions, hein, bien entendu. Et au bout de 2 ans, le patron de l'époque, monsieur Sénard, hein, qui est maintenant patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, il m'appelle et il me dit: «Il faut qu'on se voit parce que j'ai fait un audit, j'ai le résultat». Donc je vais le voir et il me dit: «Il y a pas photo, moins 25 d'absentéisme, plus 12 de productivité». Je dis: «Oui, tout le monde est gagnant. Le salarié se sent mieux dans sa tête et dans sa peau, puis vous, vous gagnez de l'argent». Donc voilà, donc tout le monde est content et maintenant ça s'est développé, hein. Il y a d'autres entreprises qui le font de plus en plus et c'est même, dans le RSE, c'est devenu, avant quand les entreprises faisaient faire ça aux salariés, le patron, l'entreprise payait une taxe, hein, parce que c'était considéré comme un avantage donné aux salariés. Aujourd'hui, ça rentre dans le RSE, donc il y a plus de taxes à payer. Ah oui. Donc ça commence à bouger là-dessus. Bah, on voit en tout cas que les prises de position te tiennent à cœur et que tu as toujours voulu instaurer de nouvelles choses, en tout cas dans le sport. Et justement, j'aimerais revenir
sur quelque chose, c'est que tu as été pendant 8 ans, si je ne me trompe pas, depuis 2011 jusqu'à 2019, au conseil de l'IAAF. Et tu l'as quitté en 2019. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'IAAF? Alors, on n'appelle plus l'IAF, on dit World Athletics World maintenant. Athletics maintenant. Ça a changé de nom depuis 2019 d'ailleurs. Donc, c'est la fédération internationale d'athlétisme qui regroupe toutes les fédérations de tous les pays, hein, donc plus de 200 pays, 206 pays exactement, sont adhérents à la fédération internationale. Et donc, effectivement, j'avais été élu donc au conseil de cette structure et j'ai fait 2 mandats, hein, je crois. C'est des mandats de 4 ans, hein, c'est des Olympiades. Mais en 2019, c'était donc à Doha, au moment des championnats, juste avant les championnats du monde. J'ai pas été réélu, de peu de voix, hein, de 4 voix, parce que j'ai pris des positions. J'étais le seul du conseil à voter contre la décision de pénaliser les athlètes androgènes. Donc Semenya et d'autres, hein, elle n'est pas la seule. Donc j'ai pris position contre ça. Je l'ai exprimé dans les médias, évidemment, parce que comme j'étais le seul, j'étais souvent sollicité par les médias pour donner ma position, expliquer le sens de mon vote contre. Et malheureusement, je pense qu'on m'en a voulu et du coup, voilà, j'ai pas été Pour réélu. la petite histoire, en fait, cette année, j'ai fait avec un groupe un travail de recherche sur justement le cas des athlètes hyperandrogènes. C'est à cette occasion que j'ai pu te rencontrer, Bernard. Donc, en fait, les athlètes hyperandrogènes, ce sont des femmes qui ont des taux de testostérone beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc, la plus connue étant Caster Semenya, qui est double championne olympique, s'est vue justement interdire de participer aux mondiaux de Doha en 2019, car elle ne veut pas, comme le demande l'IAF ou World Athletics maintenant, se soumettre à un traitement pour réguler son taux de testostérone qui est, je le rappelle, naturel. Donc toi, tu as été en fait le seul à t'opposer à cette réforme, en fait, à ce traitement qu'on imposait à des athlètes qui se considéraient comme femmes. Si je me suis opposé, c'est parce que d'abord, je viens de la pharmacie, donc je connais un peu les médicaments. Et quand on nous a présenté l'étude qui avait été faite sur 4000 athlètes, hommes et femmes, je me suis rendu compte, on nous l'a présenté l'étude, que les différences de production de testostérone étaient aussi importantes chez les femmes que chez les hommes, déjà. Alors pourquoi une réglementation pour les femmes et pas pour les hommes? Première chose. Ensuite, selon les disciplines, donc il y a les courses, les lancers, les sauts, etc. C'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes chiffres, hein. Dans les lancers, on a aussi des femmes qui produisent un peu plus de testostérone que la norme. Et pourquoi les filles qui font du demi-fond, hein, puisque c'est le demi-fond qui est touché, 800 mètres et 1500 mètres. Donc, j'ai trouvé que c'était anormal. Soit on appliquait la règle pour tout le monde, ou bien on ne l'appliquait pas. D'autant que, si on prend le cas de Caster Semenya, mais elle n'est pas la seule, hein, c'est une femme, c'est une vraie femme. D'ailleurs, elle va avoir un enfant là. Donc c'est pas un mélange d'hommes et de femmes. Elle a qu'un seul sexe, c'est un sexe féminin. Ça a été, prouvé par par des médecins qui l'ont auscultée de très, très près. Donc elle est née comme ça, c'est pas de sa faute. Donc pour des champions comme elle, j'ai pensé que c'était une double peine. C'est-à-dire que déjà, dans la vie de tous les jours, quand on la voit dans la rue, on dit: «Tiens, c'est un garçon». Elle ressemble à un garçon, mais c'est une femme et donc elle doit le vivre difficilement. Et en plus, le sport qui est pour elle, une espèce d'oxygène, une respiration, eh ben, on va la sanctionner également sur le sport. C'est une double peine. Je trouve ça anormal. Par ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des filles concernées sont des Africaines. Ça veut dire que génétiquement, il y a un lien avec le continent. Donc c'est une Il y en a même discrimination. aucune européenne. Non, aucune. C'est une discrimination. La seule non africaine, c'est une indienne. Lutti Chand. Voilà, Chand qui est plutôt une sprinteuse 100-200 mètres. Alors, bon, elle n'est pas concernée puisque ce n'est pas les disciplines concernées, sauf que cette fille, je ne l'ai jamais vue en finale d'un championnat du monde ou des Jeux Olympiques, hein. Donc, c'est pas ça qui l'avantage. Si on prend les arguments des gens qui ont fait ça, elle aurait dû être championne olympique. Non, jamais. Elle n'est même pas rentrée en finale. Elle se faisait éliminer en série. Donc voilà, ça ne l'avantage pas, même si elle produit plus que la norme. Clairement, parce que en fait, pour rappel, l'IAF, ce que propose l'IAF aux athlètes hyperandrogènes maintenant, c'est soit de concourir avec les hommes, alors que ces personnes se considèrent comme femmes et sont nées en tant que femmes, soit d'avoir recours à un traitement, donc qui va dérégler leur équilibre hormonal qui est naturel pour elles, ou alors de concourir dans des catégories intersexes, sauf que les catégories intersexes n'existent pas. Ça n'existe pas. Et puis le traitement médical est dangereux.
parce que le jour, où on la verra plus l'athlète, parce qu'elle aura 40 ou 50 ans, bah, elle aura peut-être un cancer et on dira: «Bah oui, c'était à cause du traitement». Mais c'est trop tard. Donc moi, j'ai pas envie de prendre ce genre de responsabilité à l'égard de ces athlètes-là. On parle beaucoup de Semenya, mais elle n'est pas la seule, hein, parce que, il y a une athlète burundaise qui était concernée, il y a plusieurs athlètes kényennes, une éthiopienne, donc c'est vraiment l'Afrique, hein, on le voit, c'est l'Afrique. Donc non, je trouve ça scandaleux qu'on ait décidé ce genre de choses. D'ailleurs, l'Office mondial de la santé était contre, hein. Plusieurs organisations, l'Association mondiale des médecins était contre, mais on l'a fait quand même. Je comprends pas. Et donc, tu es donc parti de l'IAF. Malheureusement, ça n'a pas encore changé, mais la controverse, en tout cas, reste d'actualité. On en entend toujours parler. En tout cas, c'est très admirable et courageux de ta part d'avoir su t'opposer à ça. On arrive sur la fin de cette interview. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu fais maintenant? Quel est ton rôle dans l'athlétisme mondial actuel et quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, dans l'athlétisme, donc, je suis président de l'Union méditerranéenne d'athlétisme. J'organise un championnat réservé aux moins de 23 ans tous les ans. Donc cette année, il a été annulé à cause de la pandémie, hein, mais il est reporté l'année prochaine en Espagne, à côté d'Alicante. Donc ça concerne les jeunes, donc de moins de 23 ans, les futurs champions. Ça marche bien. J'ai regroupé tous les pays méditerranéens. Il y a d'autres associations du même genre, dans d'autres sports, hein, il y en a une douzaine d'associations. Mais je suis la seule à avoir réussi à convaincre tous les pays d'être là. Quand je dis tous les pays, Israël et Palestine est autour de la table. Ce qui n'est pas le cas dans les autres associations. Ouais, Donc, c'est je le assez dis au rare. passage. Bah oui, c'est la seule. Et du coup, bah, on a des athlètes israéliens et palestiniens qui viennent dans les championnats. Bah, je vais prendre un exemple. C'était l'année dernière, le championnat était en Italie. Et le podium du 100 mètres féminin, la première, c'est une Égyptienne. La deuxième, c'est une Israélienne. La troisième, c'est une Libanaise. Remet les médailles. Et une fois que les médailles sont remises, l'hymne, évidemment, après l'hymne, comme c'est classique, les trois filles se prennent dans les bras et s'embrassent. Et ben, cette image-là, ça vaut tout l'or du monde. Parce que normalement, compte tenu de la nature de ces pays qui ont été parfois en guerre et voilà, qui s'opposent, c'est impossible dans la vie de tous les jours. Et ben, il n'y a que le sport qui peut amener ça. Voilà, cette image-là, elle est formidable. Et donc, c'est pour ça que je dis que le sport, ça peut apporter beaucoup de choses à la société. Voilà. Donc, je m'occupe de ça. Donc, on a organisé aussi un championnat indoor, hein, donc c'est alternativement indoor une année ou outdoor l'année d'après et ainsi de suite. Donc le premier championnat indoor, on l'a fait à Miramas, parce que la salle venait d'être inaugurée, la salle couverte de Miramas, et ça a été une première pour beaucoup de pays. Parce que les pays du sud méditerranéen, ils font pas de l'indoor, ils n'ont pas besoin de ça. Donc ça a été une découverte pour eux et ça a été plutôt sympa, ça s'est bien passé. Je m'occupe également d'une autre association, c'est l'association des fédérations d'athlétisme francophones. Alors elle ne fait pas de compétition pour l'instant. L'objectif au départ, c'était de former, de faire la formation d'entraîneurs, d'animateurs, de dirigeants. C'était aussi, d'aider des athlètes francophones à venir, je pense à l'Afrique, hein, en général, venir, être intégrés dans un pôle en France pour les aider à se développer. On a eu une athlète libanaise au Krebs de Toulouse une année, on en a eu quelques-uns aussi à l'INSEP ou au Krebs de Talence. Bref, et donc c'est de la coopération, en fait. On fait de la coopération, mais depuis, on aurait dû, à cause de la pandémie, on l'a pas démarré cette année, on aurait dû démarrer des compétitions. Donc on a plusieurs projets. Le premier projet, c'est un circuit de meeting francophone. Donc on fait un circuit, on remet des récompenses à la fin du circuit. Et on avait programmé ça, mais on n'a pas pu le faire, donc il est reporté à l'année prochaine. Un circuit de course sur route, de running aussi, francophone, avec un circuit, hein, dans les pays. On avait commencé d'ailleurs le circuit, mais on a arrêté par la course de Marseille-Cassis. C'était la première étape pour la France. Et ensuite, il y en avait d'autres un peu partout. La montée du monde du Cameroun, etc. Tout ça a été annulé. Donc on n'a pas pu continuer. Donc ce sera pour l'année prochaine aussi. Et puis, on envisage également un championnat pour les moins de 16 ans, les plus jeunes encore, les enfants, les ados, j'allais dire. Et pourquoi? Parce qu'on s'était dit que là aussi, sur la francophonie, il faut défendre dès le plus jeune âge la langue française. Vous Et voyez, aider il y les a jeunes dans le sport. et aider les jeunes, les 2. La langue française aujourd'hui, elle régresse dans le monde. On voit bien que c'est la langue anglaise qui a pris le dessus, le leadership partout et malheureusement, le français diminue. Mais il y a encore beaucoup de pays attachés au français. En Afrique, mais pas seulement en Afrique. Le Liban est un pays où pratiquement tout le monde parle français, alors que ça n'a jamais été une colonie française. Donc il y a un attachement à la langue française et à la France. Donc moi, je défends aussi ces options-là. Ce sont des options un peu plus politiques, mais au travers du sport, on peut aussi faire de la politique intelligente. Voilà. Mmh.
Et tu as un rôle toujours dans le comité olympique. Et je suis vice-président du comité olympique, chargé du haut niveau, donc des Jeux olympiques en particulier. Mais bon, cette année, il n'y en a pas eu, c'est reporté à l'année prochaine. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent pour Tokyo 2021? Alors, jusqu'à la démission du Premier ministre, j'étais assez optimiste. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, ça aura lieu. Il y avait une volonté politique, incarnée par le Premier ministre japonais, mais aussi par le Seiyo, par le président du Seiyo. Mais la démission du Premier ministre, je crains que... Parce qu'il y a quand même un mouvement anti-jeu au Japon. Ils ont fait un sondage dans la population et la majorité de la population était contre ces jeux. Et voilà, donc pour l'instant, aucune décision négative n'a été prise, mais je suis un peu plus pessimiste que je ne l'étais il y a quelques semaines. Bah écoute, c'était très intéressant. Une petite question un peu plus légère pour terminer. Si tu devais choisir ton artiste ou ta musique préférée, laquelle ce serait? Ah, alors j'en ai plusieurs, c'est ça le problème, c'est Ah bah, que... on les écoute. Alors j'aime beaucoup les chants berbères. Il y avait un groupe qui s'appelait Djurdjura il y a quelques années, qui avait pas mal de succès. Rachid Taha, qui est mort il y a quelques années aussi, qui chantait des chansons que j'adorais. Et puis, il y a une culture alors qui est oranaise, dans la région où j'habitais, où je suis né, qui existe toujours, cette culture, donc de chansons traditionnelles là-bas, et qui continue à marcher très très bien dans la région d'Oran. Alors il y a eu Cheb Mami, Bien sûr, par très exemple, connu. très connu, et d'autres. Et d'ailleurs, Cheb Mami est né à Saïda comme moi. Et donc, il s'est fait connaître par une chanson qui s'appelle Saïda, qui a toujours autant de succès. Je vais te raconter une anecdote. Je m'occupe des Jeux méditerranéens aussi, j'ai oublié de le dire, qui se déroulent à Oran, ils sont programmés à Oran. C'est avec ma casquette olympique que j'ai été désigné pour ça. Et je suis chargé de la coordination de ces Jeux méditerranéens. Alors, ils étaient programmés en 2021, mais avec la pandémie, c'est reporté en 2022, comme les Jeux olympiques, etc. Et donc, un jour, il y avait un festival en plein air. Donc, on m'invite, je vais là-bas. J'étais en réunion dans la journée et le soir, je vais au festival. Et là, le chanteur de raï, c'est le raï, il chantait, et puis à un moment donné, il s'arrête et dans le micro, il dit: «Je vais vous chanter une chanson en l'honneur d'une personnalité qui est dans l'assistance là, et qui est né à Saïda, etc. Bernard Amsalem. Je vais lui chanter sa chanson préférée, Saïda.» Et j'étais, vous pouvez pas vous imaginer, vous pouvez t'imaginer, j'étais ému et tout. Enfin, c'était quelque chose à la fois de dur, mais en même temps de plaisir, quoi. Voilà, c'est une chanson que j'ai écoutée quand j'étais gamin, quand j'habitais en Algérie, que tout le monde chantait, quoi. Donc j'adore le raï aussi, voilà. Donc si voilà on devait en choisir une, ce serait celle-là. Alors le raï en premier, les chansons berbères en deuxième, et puis évidemment, mon adolescence, c'était le rock. Je reste toujours très attaché au rock. Bon, voilà, parce que c'était mon adolescent, que quand j'avais 17, 18 ans, je travaillais dans une boîte de nuit à Rouen. Voilà, je m'occupais des jeux de lumière dans la boîte de nuit. C'est-à-dire qu'avant, à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'informatique comme aujourd'hui. Donc, il y avait le DJ qui mettait des disques. Et moi, j'avais un clavier de piano avec des touches. Et chaque touche correspondait à une lampe dans la salle, dans la boîte de nuit. Et donc, j'accompagnais. Et donc, j'accompagnais toute la soirée. Bon, c'était très sportif. J'étais en short dans un peu au-dessus de la salle. Je dominais la salle, quoi. Et dans une petite tourelle qui était là. Et j'étais en short, en t-shirt, parce que c'était très sportif. J'adorais ça. Et j'accompagnais toutes les chansons. Évidemment, quand c'était des chansons de rock, des Beatles ou de groupes comme ça, j'étais très heureux, quoi. C'était toute mon adolescence. Ouais. Ah bah, super. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te recevoir dans ce podcast et d'en apprendre plus sur l'athlétisme français et sur plein d'autres choses. Et bah, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite et je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Merci d'abord d'avoir eu cette idée de m'interroger sur des sujets évidemment qui me touchent particulièrement. Et puis, bonne chance pour la suite. Et bah, écoute, je te remercie et je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce 6e épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, autant que moi, de rencontrer Bernard et de connaître un peu les coulisses du sport de haut niveau et de l'athlétisme français. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur Apple Podcast et des étoiles. Ça m'aide vraiment énormément. Vous pouvez également me contacter sur le compte laligne.podcast pour aussi découvrir tous nos visuels.
Chose promise, chose due, chaque semaine, je lis un de vos commentaires. Et cette semaine, ce n'est pas un commentaire d'ailleurs, c'est un message reçu sur Instagram de la part de Julien Farr qui me dit « Salut, je viens de découvrir votre super podcast grâce à Steven. Félicitations, c'est très bien conduit. » Eh bien écoute, je te remercie pour ce gentil message qui me donne la motivation. Et je suis toujours preneur de vos retours, de vos conseils, de vos critiques afin de continuer à progresser, afin de savoir aussi vers quel métier, vers quel personnage, vers quelle personnalité vous souhaitez que j'aille dans mes interviews. Donc continuez à m'envoyer vraiment des messages, ça m'est vraiment très utile. Je vous dis donc à dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel. C'était David pour le podcast La Ligne.